une quinzaine d'années, l'externalisation s'est fortement accrue au sein des armées françaises. La résistance culturelle est pourtant forte dans l'imaginaire collectif des Français. La délégation de la logistique à des acteurs privés est contraire à la tradition qu'on imagine être jacobine depuis la Révolution française. Ce lien qu'on fait entre tradition jacobine et Révolution française, il tient essentiellement à la transformation du modèle militaire français sous la Révolution, avec la naissance du soldat citoyen, qui succède finalement à une période où on a l'impression que le système était complètement privatisé, avec des colonels propriétaires de leur régiment et de la logistique qui l'accompagne. La représentation des Français, finalement, assimile une armée de soldats citoyens et la logistique qui l'accompagne comme un tout sous le contrôle de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. Or, on voit bien à travers la fin de la guerre froide, la période récente, que des évolutions de modèles d'organisation des armées accompagnent des inflexions du système international. Il nous paraît donc pertinent de transposer ce lien et de réinterroger la rupture du contexte international qu'a été la Révolution française et le modèle organisationnel sous le prisme de ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'action d'acteurs privés dans le soutien aux armées, ou pour le dire autrement, l'enjeu de soit une internalisation de la logistique, soit une externalisation. Alors pour commencer, il faut évidemment revenir sur la Révolution française comme un moment de rupture, à la fois qui construit le contrôle sur la fourniture aux armées, mais qui est aussi prise par un jeu d'expédients extrêmement forts sur les questions financières. Premier point, la construction lente finalement d'un contrôle sur la fourniture aux armées. La Révolution française donc doit reconstruire un modèle de contrôle sur la fourniture aux armées. De ce point de vue, il n'y a pas de vraie rupture, contrairement à ce qu'on imagine. Simplement, les contextes ont changé. La guerre à la fin du XVIIe siècle, c'est essentiellement une guerre de siège qui se passe par ailleurs sur nos frontières ou à proximité immédiate de nos frontières. Dans ce contexte, l'Ancien Régime a conçu une fourniture de vivres qui dépend du pouvoir royal et qui est déconnectée du pouvoir militaire, c'est l'intendant. Et, si nécessaire, on y ajoute des adjudications. Ça veut dire en réalité que c'est construit un modèle mixte, un modèle de concurrence entre le commandement militaire et la chaîne administrative civile de l'Ancien Régime. À partir de l'ordonnance de 1643, la monarchie a établi des commissaires. Ces commissaires, à partir de 1729, voient notamment l'administration royale renforcer son rôle avec la prise en main des achats, de tout ce qui relève de l'habillement notamment, mais aussi de la surveillance administrative sur toute une série d'éléments de logistique. Or, avec la Révolution française, il y a la déconstruction de l'administration de l'Ancien Régime et notamment la suppression des intendants en juin 1790, qui de façon mécanique renforce les compétences, élargit les compétences des commissaires des guerres. Ces commissaires, pour ceux qui sont les plus élevés dans la hiérarchie, rendent directement compte au ministère et continuent donc d'avoir une indépendance vis-à-vis du commandement du théâtre de guerre. De ce point de vue, on a toujours cette double chaîne finalement de gestion de la logistique. Avec la loi de 1791, le pouvoir des commissaires s'élargit encore un peu plus puisqu'ils reçoivent des compétences judiciaires. Alors il y aura toute une série de réformes sous la Révolution, mais le modèle général demeure, c'est-à-dire que les commissaires conservent leur indépendance, ils peuvent simplement être amenés à s'incliner devant le commandement du théâtre de guerre sur réquisition. L'enjeu principal finalement dans la rupture n'est donc pas là, mais plutôt dans l'enjeu de la fourniture d'une armée qui est celle d'un État très désargenté et qui, comme précédemment, est dépourvu d'une logistique solidement organisée. Cette difficulté, c'est celle qui, en arrière-plan, structure toute la Révolution, c'est-à-dire la banqueroute
de l'État d'Ancien Régime qui avait amené les États généraux de 1789. Or, l'ensemble des régimes qui vont se succéder pendant la Révolution n'apportent pas de réponse à cette problématique. Dans cette logique d'expédient, ça laisse une porte ouverte importante à des hommes d'affaires qui jouent notamment le rôle de banquier, mais qui jouent aussi le rôle de munitionnaire pour les armées. Et ce rôle de munitionnaire, il prend une place croissante au fur et à mesure que la guerre prend une place croissante dans la politique de la Révolution française. C'est surtout à partir de la Convention thermidorienne, donc à partir de 1794, pour faire simple, que cette question devient extrêmement prégnante et qu'on voit dominer cette classe de personnages qui ont plusieurs casquettes et qui sont en capacité de peser sur les affaires de l'État par leur puissance financière. Gabriel Ouvrard étant sans doute l'un des personnages qui incarne le mieux ce groupe. Deuxième paramètre, c'est le jeu des relations interpersonnelles que construisent ses fournisseurs aux armées. En tant que banquier, il se porte caution d'un certain nombre de marchés, mais inversement, en tant que munitionnaire, ils ont la capacité, par leur assise financière, de pouvoir logiquement suppléer aux défaillances de l'État en termes de paiement. Ce n'est pas toujours le cas. Ce qui veut dire que ça reste une entreprise risquée. On peut prendre comme exemple, comme contre-exemple plus exactement, la faillite de Joseph-François Chou de Tillemont. Sa faillite a lieu au début du consulat, mais elle relève en fait de ses activités sous la Révolution. Quand on regarde son bilan, il dispose de près de 10 millions d'actifs, mais qui reposent très largement sur des créances encore non réglées de la part de l'État, ou alors sur des biens qui sont difficilement mobilisables. Et en face, son passif réside en fait dans un fonds de roulement insuffisant, ce qui fait qu'il est en déficit d'1 million, alors que donc les créances sont beaucoup plus élevées, les créances qui lui sont dues, mais ne pouvant pas répondre à ses créanciers, ses propres créanciers de façon immédiate, il est mis en faillite. Sa dépendance sur ces marchés longs, elle est directement liée aux affaires militaires, puisqu'il a été le bailleur de fonds de la Compagnie Ravet pour l'armée de l'intérieur, de Fourcy pour l'armée des Alpes, et encore d'autres adjudicataires pour des marchés civils. Les différents banquiers qui sont les prêteurs au gouvernement, on voit qu'en tête de liste arrivent les frères Michel, auxquels est directement associé Ouvrard. Les frères Michel, c'est le secteur des fournitures militaires. Parmi les différents secteurs, c'est donc bien la question de la fourniture aux armées qui constitue les plus gros marchés. Ouvrard est un cas intéressant parce qu'il joue du politique. Il établit de bonnes relations avec Barras, l'un des hommes forts du Directoire, et il en obtient notamment la suppression des vivres dans la marine. Dans un second temps, par l'entremise de l'amiral Bruix, il capte le marché en question pour 6 ans, à partir de l'an 7. La traite ne tombe pas directement entre ses mains, en tout cas officiellement, puisque c'est un certain Claude Blanchard, négociant à Bordeaux, qui hérite de ce marché. Quand on y regarde de plus près, Ouvrard est cautionnaire de ce négociant, qui est par ailleurs son beau-frère, et la réalité, c'est que Ouvrard est l'exécuteur réel de la compagnie qui donc a obtenu le marché. Il obtient également l'extension de ce même marché à l'escadre espagnole qui est à ce moment-là stationnée dans le port de Brest. Pour ces différents marchés liés à la marine, Ouvrard est amené à finalement consolider son système avec toute une série de sociétés, avec des montages plus ou moins compliqués qui tendent à rendre le moins visible possible sa personne au centre de ces systèmes. Par exemple, l'une des compagnies qui est créée est aux mains de son frère, Augustin. D'autres compagnies qui traitent du commerce sont différentes places parisiennes, Girardot et compagnie, Rougemont et compagnie, Charlemagne et compagnie. On a encore 3 sociétés à Brest, on en a une à Bordeaux ou encore à Orléans. La réalité, pour utiliser un terme anachronique, c'est que Ouvrard construit une véritable holding dont il est le détenteur principal et dont les marchés principaux sont la fourniture aux armées,
L'ensemble de cette holding est installé à Paris, rue d'Amboise, et c'est de là que Ouvrard dirige son petit empire. Cette période du Directoire est donc finalement une période de paroxysme de ce système où les grands financiers pèsent très fortement sur la machine d'État pour en tirer le maximum de bénéfices, avec ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, des conflits d'intérêts. On peut prendre comme exemple la compagnie Ouin, qui décroche en marché en l'an 6 pour les divisions militaires de l'armée d'Angleterre. Jean-Baptiste Ouin est lui-même un ancien chef de division du ministère de la Guerre. Il y a donc ses entrées, il y associe d'autres anciens chefs de service qui ont encore d'autres entrées, et il a aussi des relais politiques extrêmement puissants, puisqu'il associe aux bénéfices de son entreprise un ancien ministre des Affaires étrangères, mais surtout deux hommes extrêmement puissants sous le Directoire, que sont Fouché d'une part et Tallien de l'autre. À la fin de la Révolution, la puissance de ces personnages s'entremêle très directement à la puissance des hommes forts du régime. Sauf que la banqueroute n'étant pas réglée, le coup d'État de Brumaire intervient et qu'on va assister à la remise en ordre de la machine étatique conduite, voulue par Bonaparte. Il y a trois enjeux en fond à cette remise en perspective du fonctionnement de l'État. De façon générale, c'est la question des finances de l'État, dans tous les secteurs, mais singulièrement dans le secteur de l'administration de la guerre. Deuxième enjeu, c'est celui donc de la place politico-économique des financiers par rapport à cette machine d'État. Et troisième enjeu, ou troisième levier, c'est celui de la façon dont on va conduire la réforme de l'administration pour pouvoir sortir de cette spirale négative. Cette tentative de réforme, elle va courir tout au long de la période napoléonienne. Le consulat, mais aussi l'Empire, avec une idée générale que je voudrais développer, c'est l'idée qu'on va conserver des fournisseurs, qu'ils sont désormais sous pression, mais que l'administration de la guerre, qui va être réorganisée, ne peut pas, malgré tout, se passer. Le premier point, c'est de replacer finalement cette question des fournisseurs pour les marchés militaires dans l'ensemble des logiques du consulat, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les masses de granit, les grandes réformes administratives de la période consulaire. La logique générale est assez simple, il s'agit pour l'État de reprendre en main le contrôle des domaines régaliens. À son arrivée au pouvoir, Bonaparte réfléchit très sérieusement à cette question des enjeux des finances de l'État. Il mène dans les masses de granit toute une série de réformes qu'on ne verra pas ici directement, mais qu'il faut avoir à l'esprit en arrière-plan, puisqu'elles sont directement corrélées, soit en termes de domaine, la question financière, soit en termes d'acteurs, à ce qui nous intéresse. Je ne prends qu'un exemple pour illustrer mon propos, c'est la création de la Banque de France. La création de la Banque de France va permettre d'amener une sortie et une stabilisation plus exactement de la question monétaire qui avait posé problème sous la Révolution. Mais contrairement à ce qu'on a tendance à imaginer aujourd'hui, cette Banque de France qui est créée au début du consulat est une Banque de France privée, donc aux mains des acteurs financiers qui nous intéressent par ailleurs sur la question de la fourniture aux armes. Deuxième élément de réforme, c'est la question de l'administration de la guerre. Napoléon conserve la logique générale de séparer tout ce qui relève du commandement de la guerre de ce qui va relever de la chaîne logistique. Et il le fait remonter tout en haut de l'organisation, puisqu'au niveau ministériel, il crée un ministère dédié aux questions financières liées à la fourniture aux armées. Ce ministère d'administration de la guerre est confié en 1802 à deux gens, et il va s'articuler avec la logistique au niveau de la Grande Armée. Au niveau de la Grande Armée, un commissaire général ou un intendant général de la Grande Armée donc, est nommé. Daru va incarner ce travail très ingrat, très administratif, de contrôle très exigeant sur la fourniture
pour les différents marchés qui concernent les armées. L'un des plus beaux exemples sur cette exigence de Daru, il nous est fourni par son cousin, qui n'est pas un inconnu, qui est lui aussi commissaire, c'est Henri Bell, mais que tout le monde connaît davantage sous le nom de Stendhal. Henri Bell dit de son cousin Daru: « Tout le monde à la guerre frémissait en abordant le bureau de M. Daru. » Daru donc dirige l'ensemble des commissaires des armées. Il y a une nouvelle réorganisation de ce corps en parallèle qui s'est faite à partir de 1803. Le principe général est assez simple. Il s'agit d'avoir une autorité qui exerce un contrôle sur la logistique de façon indépendante et rendant compte à un ministère lui aussi indépendant. Et donc on a l'impression finalement que rien n'a changé. Il s'agit donc de déplacer la problématique pour Bonaparte sur un autre champ, celui du rapport politique. Le rapport économique qui lui est défavorable par rapport aux fournisseurs, aux armes. Et donc il va essayer de jouer sur un plan politique, avec une logique qui est assez typique chez Bonaparte. C'est celle d'impressionner son adversaire par la peur, par sa capacité personnelle, par son volontarisme. Bonaparte comprend très bien, c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire, comprend très bien que, comme au début du XVIIIe siècle, finalement, le pouvoir de l'État est dépendant du pouvoir financier, de ceux qui étaient les fermiers généraux au début du siècle précédent. Lui n'est pas possesseur de son pouvoir, contrairement à Louis XV, et il mesure finalement qu'il n'est pas forcément capable de circonscrire, de contraindre ces fermiers généraux par le jeu administratif classique. Et il le fait donc sur le terrain politique. Il fait un exemple. En janvier 1800, il fait arrêter Ouvrard, on trouve un prétexte, on épluche l'ensemble des compagnies liées à Ouvrard, à un moment où justement on est en train de mettre en place la Banque de France. Et donc on envoie un signal qui dépasse la personne d'Ouvrard. Alors il y a une solidarité évidemment du monde des financiers qui vont protester contre cette arrestation d'Ouvrard. Au final, Bonaparte relâche Ouvrard, la vie reprend en quelque sorte, mais le signal a été compris par tous. En dernier lieu, c'est bien au pouvoir politique que peut revenir la décision de casser ou non une carrière, quand bien même il s'agit d'une carrière du monde privé. Alors ce jeu, il est difficile à mener malgré tout pour l'État, puisque ces financiers sont tellement importants qu'ils drainent autour d'eux un système économique assez large, et à la personne de Ouvrard est lié en fait des circuits économiques qui font très largement vivre l'espace portuaire, enfin les espaces portuaires plus exactement, de la façade atlantique. Mais malgré tout, Napoléon assume ce risque politique. Et puis il y a une autre façon de lire cet événement, c'est tout simplement de faire comprendre que Bonaparte ne va pas complètement rompre avec le système précédent, mais qu'il veut bien se réapproprier la tête des différentes clientèles qui vivent des marchés de l'État. Et finalement, un Ouvrard qu'on pourrait associer à une clientèle qui était celle de Barras, Bonaparte signifie à travers l'arrestation de Ouvrard, mais aussi le remplacement sur les marchés occupés par Ouvrard, ces marchés sont confiés à d'autres personnalités, notamment à Jean-Pierre Collot. On voit à travers cet exemple-là qu'on a un glissement vers une clientèle qui serait une clientèle directement associée à la personne de Bonaparte. Collot est en effet celui qui a assuré la logistique de l'armée d'Italie au temps où Bonaparte en était le maître. En cette période-là, les liens entre Collot et la famille Bonaparte ont montré que finalement Bonaparte participait aussi à ce système de conflit d'intérêts ou de collusion entre les intérêts privés et les intérêts de l'État, puisque l'un des frères de Napoléon Bonaparte, en l'occurrence l'aîné, Joseph, avait été associé à l'une des compagnies de Collot. Et puis, in fine, on met de l'huile dans les rouages, Bonaparte montre que c'était bien un simple signal politique, et au moment où la guerre reprend avec intensité face à l'Angleterre, au moment où l'armée va aller camper sur le littoral à Boulogne, Ouvrard va être à nouveau associé à une série de marchés pour fourniture aux armées.
les difficultés de l'État demeurent, malgré l'assainissement du système monétaire, et donc l'administration de la guerre reste une mauvaise payeuse, et donc ça reste une difficulté pour les fournisseurs. À tel point que ceux-ci se structurent, et notamment autour d'Ouvrard, et créent la compagnie des négociants réunis, qui cherchent justement à faire corps. Et à un moment où Ouvrard connaît des difficultés personnelles pour ce qu'on appelle les piastres du Mexique, peu importe, il essaye de s'appuyer sur ces négociants réunis, dont certains d'entre eux participent à la régence de la Banque de France, pour pouvoir faire fonctionner la planche à billets et, par un jeu d'écriture, rétablir sa propre situation. Sauf que ça met évidemment en danger l'assainissement des finances de l'État, d'où de nouvelles réactions de Bonaparte. Et donc systématiquement, le système ne repose que sur ce rapport de force politique. On est en 1806, on est dans une scène typiquement napoléonienne. Napoléon pique une colère extrêmement spectaculaire, avec des flots d'injures, avec des gesticulations, à la fois avec un fond de réalité dans sa colère, mais avec toujours, chez Napoléon, un fond de commedia dell'arte, de spectacle pour impressionner, pour terroriser, pour amener son adversaire dans la négociation au compromis. Ce qui se passe à nouveau avec Ouvrard. Napoléon dira malgré tout « J'étais bien résolu à le faire fusiller sans procès ». Il n'en arrive pas là parce que on trouve un arrangement. Ouvrard est placé dans un premier temps en faillite. Ses créanciers lui permettent de poursuivre ses affaires, mais il est désormais suffisamment affaibli pour que le rapport, qui est toujours l'enjeu de fond entre les acteurs privés et l'État, ait basculé de façon significative du côté de l'État. Et finalement, on voit très bien, quand on regarde en finesse la question des armées en opération, comment ce rapport, Napoléon en joue. La tension est extrêmement forte quand les soldats n'ont pas encore touché leur solde. À partir du moment où Napoléon a réussi à verser la solde à ses soldats, on voit très bien que dans son rapport avec les financiers, il est beaucoup moins exigeant. Donc il s'agit vraiment de prioriser les intérêts de l'État. Mais ces intérêts de l'État, ils sont difficiles toujours à mener de façon pérenne pour une question qui est une question quand même très structurelle, c'est que ces armées, elles n'ont toujours pas de logistique pérenne. Et donc, elles sont fondamentalement en permanence dépendantes de ce monde de la finance. Et elles sont d'autant plus permanentes qu'on ne parle plus des armées de l'Ancien Régime, qu'on parle d'une armée qui est devenue très significative, à tel point qu'on l'appelle la Grande Armée, et que tout au long de l'Empire, ces effectifs vont aller croissant pour atteindre plus de 500 000 hommes quand ils vont pénétrer sur le sol russe en 1812. La logistique, elle tient à ces facteurs numériques, elle tient aussi à la transformation de la guerre conduite par Napoléon, de rapidité d'exécution et surtout à un moment de la campagne, et la campagne de 1805, qui part justement de Boulogne pour finir avec le glorieux épisode d'Austerlitz, elle repose, au moment stratégique en quelque sorte, par une accélération subite qui va surprendre l'adversaire. Sauf que pour réaliser cette accélération subite, il faut pouvoir s'émanciper de la contrainte de la logistique. S'émanciper, mais en même temps pouvoir fournir à manger, au moins à manger, à ses hommes. Et donc, Napoléon va demander un allègement maximal de l'équipement des soldats, de façon à ce qu'ils puissent accélérer le pas le moment venu, tout en anticipant, et ça c'est le travail de l'intendant général de la Grande Armée, la capacité de fournir à peu près à la Grande Armée les rations dont on a besoin. Si on prend comme exemple cette campagne de 1805, dès le 23 août, donc au tout début de la campagne, le ministre de Jean reçoit l'ordre de stocker 500 000 rations de biscuits pour le moment où la Grande Armée passera à Strasbourg, et d'en prévoir ensuite 200 000 pour Mayence. Le problème étant ce problème de l'accélération, le moment où les soldats vont passer, vous n'avez pas
la logistique qui a réussi à répondre complètement aux besoins de la Grande Armée. Donc on a en permanence la nécessité d'avoir une adaptation qui passe tout simplement par la vieille coutume des armées en campagne, c'est-à-dire vivre sur le terrain. Cette contrainte, elle est évidemment forte sur la nourriture, elle s'exerce aussi évidemment sur les autres effets à fournir aux armées, et notamment, pour ne prendre que cet exemple, sur la question des uniformes. Ces questions, elles sont en partie dépassées par la structuration dans l'espace du grand empire napoléonien de filiales dédiées à la fabrication d'uniformes et ensuite à leur distribution via l'administration de la guerre. Et là, on fait assez simple, on prévoit 3 modèles, 3 tailles pour les soldats, on fait fabriquer à l'avance et ensuite les uniformes sont distribués vers les magasins d'État répartis un petit peu partout dans l'Europe napoléonienne. Ce modèle semble fonctionner sur le papier. Dans la réalité, la mobilité des régiments, la complexité de l'administration d'un si grand espace pose problème. Si bien qu'en 1811, il y a une forme de pragmatisme qui s'impose. Napoléon rompt avec la tradition désormais instaurée de séparer l'administration de la guerre du commandement militaire et il permet à ce commandement militaire d'avoir recours à des marchés signés localement pour fournir notamment des uniformes. Simplement pour ne pas avoir de retour de fournisseurs aux armées trop indépendants par rapport au rapport direct avec Napoléon, on limite à 200 pièces le nombre d'uniformes qui peuvent être passés par ces marchés. Donc au final, on va conserver malgré tout l'architecture générale, en tout cas la philosophie. En réalité, tout ce qui va concerner justement de petites échelles va être très très largement laissé à au libre arbitrage des régiments ou des soldats, et on a évidemment à la queue des armées napoléoniennes toute une foule de marchands, de cantinières, etc., qui assurent la fourniture du quotidien aux soldats en déplacement. Sur la question des uniformes, malgré l'ensemble de ces dispositifs, l'armée française frappera toujours, notamment quand elle rentre dans les grandes capitales européennes, par le caractère hétéroclite qui la caractérise en termes d'habillement, en termes de qualité, tout simplement, d'uniforme, pour une raison assez simple, c'est que ce système ne répond pas à la très grande mobilité et à la très grande masse des soldats qui sont concernés. La réalité, c'est donc là aussi un système D et le réflexe systématique, non pas de vivre cette fois-ci sur le terrain de la part des soldats, mais de récupérer tous les effets qu'ils peuvent et qui leur seront à un moment ou à un autre utiles. Et la récupération, elle se fait sur les cadavres des camarades de la Grande Armée tombés au combat, mais potentiellement aussi sur des cadavres du camp d'en face, et donc avec des uniformes qui sont des uniformes non français. Une unité qui échappe à cette logique, c'est la garde impériale, parce que la garde impériale, c'est l'élite de la Grande Armée, et qu'elle bénéficie d'un certain nombre de privilèges, à commencer par le fait qu'elle dispose de son propre maître tailleur, de son propre maître bottier, et que Napoléon reste extrêmement attentif à la fois évidemment à l'allure de cette garde impériale, à l'effet qu'elle va produire quand elle rentre sur le champ de bataille, et donc la question des uniformes impeccables est prise en compte, et puis par ailleurs, comme c'est une unité d'élite, évidemment, au fait que grognard parmi les grognards, il faut que la garde impériale, soit un petit peu moins grognard que les autres, parce qu'elle doit montrer l'exemple. Pour la garde impériale, comme pour le reste des unités, il y a un problème essentiel dans la fourniture aux armées, qui est un problème à la fois très connu et en même temps en permanence sous-estimé par Napoléon, c'est celui de la remonte, c'est-à-dire de la fourniture en chevaux. Dans le système de guerre napoléonien, provoquer la bataille décisive, chercher à anéantir l'ennemi, passe très souvent par une phase ultime qui est la poursuite de cet ennemi et la réduction au maximal de ses forces. Cette poursuite, comme d'ailleurs la bataille décisive elle-même, passe par la capacité de la cavalerie à prendre le dessus sur l'ennemi. Il y a la qualité des cavaliers, évidemment, il y a aussi la qualité des montures qui rentrent en ligne de compte. Or, qu'est-ce qui se passe avec
la poursuite d'une guerre extrêmement longue tout au long de l'Empire, il y a une baisse de qualité, une incapacité à renouveler correctement les chevaux qui sont fournis à la grande armée. Alors on y supplée en partie par des changements tactiques, c'est les grandes batailles frontales à partir de 1809, des chocs d'infanterie de plus en plus massifs et de plus en plus violents, Wagram, Borodino, Leipzig, voire Waterloo en sont des exemples extrêmement connus, mais il montre aussi que ces choix sont des choix imposés à Napoléon, ce sont des adaptations parce qu'il n'a pas de meilleure solution, notamment parce qu'il n'est pas en capacité désormais d'assurer une poursuite satisfaisante parce que sa remonte est de moins en moins bonne qualité. Ce problème perdurera jusqu'à la fin de l'Empire et ne sera jamais dépassé. Il s'agit là non pas d'un problème de rapport aux acteurs financiers, mais bien de capacité à organiser correctement un marché pour avoir une fourniture de qualité. Donc au final, le système tient à la fois par ce rapport politique nouveau qui a été imposé, mais aussi par toute une série d'expédients, soit par la science administrative de l'administration de la guerre, soit tout simplement par de vrais expédients de terrain, à la fois des soldats, des régiments et du chef militaire dans son adaptation tactique qu'est Napoléon. Et en permanence, il sera ramené aux mêmes contraintes. L'exemple le plus fameux, c'est évidemment la campagne de 1815, le retour de l'île d'Elbe. Napoléon reconstruit de toutes pièces quasiment une armée pour pouvoir faire campagne contre l'Europe coalisée contre lui, ça va être la campagne de Waterloo. Et l'un des financiers qui va fournir à l'armée de 1815, c'est à nouveau Ouvrard, qu'on retrouve comme un mécanisme dont on n'arrive pas à se passer. Et donc on peut finir par une conclusion qui est assez simple, qui consisterait finalement à dire dans un premier temps qu'il n'y a pas de schéma binaire qui opposerait l'Ancien Régime à une armée sous un nouveau modèle qui est l'armée de la Révolution de l'Empire. Sous l'Ancien Régime, on a déjà une construction d'un contrôle de l'État sur la fourniture aux armées via ce que vont être ensuite les commissaires des armées, et inversement, sous la Révolution comme sous l'Empire, on a toujours une part extrêmement importante de fournisseurs privés dans l'administration de la guerre, quand bien même Napoléon, à partir du consulat, va structurer progressivement celle-ci aux dépens de ces acteurs privés. Il s'agit en fait d'une rationalisation de l'État dans sa capacité à assurer le contrôle sur ses propres marchés, mais non pas d'une internalisation complète, pour prendre un terme plus contemporain. On le voit très bien quand on se projette sur le long XIXe siècle, quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire aussi bien avec l'Empire, les monarchies restaurées, le Second Empire et la Troisième République, l'armée va rester extrêmement dépendante de fournisseurs pour ses matériels. Le plus connu d'entre eux, puisque son nom propre est devenu le nom commun d'un des matériels fournis aux armées, c'est Alexis Godillot, l'un des fournisseurs aux armées de Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier. À partir de la guerre de Crimée, il fournit notamment les chaussures dédiées aux soldats, d'où ce passage dans le vocabulaire commun du terme de Godillot. Et donc, in fine, la période que constitue la Révolution et l'Empire aurait plutôt tendance à montrer que le débat par rapport à la fourniture aux armées ne repose pas essentiellement sur l'opposition entre la voie vers l'internalisation d'une part ou la voie vers l'externalisation de l'autre, puisque dans le modèle du XIXe siècle, ce siècle étant un siècle très libéral, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais la conception de tout rapporté à l'État, elle est surtout valable à partir de 1914. Le XIXe siècle, et notamment la Révolution et l'Empire, nous montrent en fait que la question de fond, c'est celle du rapport politique entre l'État et ses fournisseurs. Ce rapport politique, il est extrêmement défavorable à l'État pendant toute la Révolution, et le mérite de la période napoléonienne, c'est finalement de rééquilibrer ce rapport et de bien montrer que l'enjeu, c'est celui de la
capacité de la machine administrative, la capacité de l'acteur politique qui incarne l'État, d'imposer un rapport qui va lui être favorable face à ses interlocuteurs privés.